2023 touche à sa fin, une année qui ne fait pas exception en matière d'événements climatiques alarmants, avec des températures records, des inondations, des sécheresses ou encore des méga-feux. Alors quel bilan en tirer? Avons-nous malgré tout enregistré des progrès en matière de transition écologique? Et quels sont surtout les principaux défis qui nous attendent sur ce front en 2024? On en parle avec notre invité Jean-François Juliard, directeur général de l'ONG Greenpeace France. Bienvenue sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Alors Jean-François Juliard, puisque l'heure est au bilan, quels ont été selon vous les événements climatiques les plus marquants de cette année et qui constituent peut-être le signal le plus inquiétant pour nous rappeler qu'il y a urgence à agir? En fait, en 2023, mais comme les années précédentes, malheureusement, j'ai envie de dire, on a tous vécu ou connu des événements météorologiques extrêmes, qu'il s'agisse de températures records qu'on a vu encore battues en France, dans certains pays voisins européens ou à l'autre bout de la planète, des sécheresses de plus en plus intenses, des précipitations qui amènent à des inondations de plus en plus dramatiques aussi. On se rend compte année après année, et 2023 ne fait pas exception, ça va certainement être l'une des années les plus chaudes encore de l'histoire. On se rend compte qu'on est sur une tendance à ce réchauffement climatique qui va amener de plus en plus d'événements comme ça, de plus en plus intenses, de plus en plus dramatiques, et surtout que ces événements ont lieu un peu partout sur la planète aujourd'hui. Il y a quelques années encore, on pouvait regarder ça se passait souvent sur le continent asiatique ou sur le continent africain. Aujourd'hui, c'est un peu partout sur la planète et ça doit vraiment, je trouve, résonner comme un signal d'alarme pour tout le monde. Alors justement, pour tenter de freiner ce réchauffement climatique, l'année 2023 a évidemment été marquée par la COP28 qui s'est achevée mi-décembre. On va revenir dans un instant sur le bilan de cette COP. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Simon Still, c'est le secrétaire exécutif sur les changements climatiques à l'ONU. La COP28 a permis de faire de grandes avancées. Des progrès ont été réalisés. Tripler les énergies renouvelables et doubler l'efficacité énergétique. La mise en œuvre du fonds pour les pertes et dommages et le versement d'un premier acompte. La COP28 devait également marquer un coup d'arrêt brutal au principal problème climatique de l'humanité, les énergies fossiles et leur pollution dévastatrice pour la planète. Bien que nous n'ayons pas complètement tourné la page de l'ère des énergies fossiles à Dubaï, il s'agit clairement du début de la fin. Jean-François Juliard, vous venez d'entendre les propos de ce monsieur climat de l'ONU. La COP28 a permis de réaliser de grandes avancées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Parce que c'est vrai que cette COP28, on l'a annoncée comme historique. Est-ce que ça a été le cas? Non, pas tout à fait. En fait, on fait maintenant ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans. C'est-à-dire quand il annonce, on triple le développement des énergies renouvelables, on double l'efficacité énergétique, c'est peut-être le début de la fin des énergies fossiles. On aurait pu se satisfaire de ça si on avait décidé ça il y a 20 ans quand l'urgence climatique n'était pas aussi grave. Qu'aujourd'hui on se réjouisse du peu qu'il y a eu autour de la sortie des énergies fossiles dans le texte final issu de la COP. Je rappelle qu'il ne dit clairement pas qu'il faut sortir des énergies fossiles, il dit qu'il faut envisager une transition hors des énergies fossiles, ce qui ne veut à peu près pas dire grand-chose en langage onusien. C'est pas à la hauteur de l'urgence, c'est pas à la hauteur de l'ambition. D'un côté, on a des scientifiques du climat qui sont de plus en plus précis sur ce qu'il faut faire et qui nous demandent, qui réclament et qui nous exhortent même à ne plus aller chercher la moindre goutte supplémentaire de pétrole ou le moindre mètre cube de gaz et à ne plus ouvrir une mine de charbon, c'est-à-dire à laisser sous terre tout ce qu'on a déjà en stock d'hydrocarbures. Donc la fin des énergies fossiles, elle devrait être là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer à l'action maintenant pour faire en sorte qu'on puisse inventer des sociétés qui ne reposent plus sur une addiction comme on a depuis plus de 2 siècles maintenant aux énergies fossiles. Mais cette difficulté à sortir définitivement des énergies fossiles, comme le préconise Greenpeace, elle veut dire quoi? Finalement que le poids des lobbies des énergies fossiles est encore très important, qu'on a du mal encore à les contourner? Alors il y a ça, et on voit, il y avait encore plus de 2500 lobbyistes des énergies fossiles dans les couloirs de la COP28 à Dubaï, ce qui est scandaleux. Il y avait encore Patrick Pouyanné, président de Total Energy, qui est dans la délégation française, qui est scandaleux. Donc il y a ça, bien sûr, mais plus... en même temps, ces acteurs, vous citez Patrick Pouyanné, mais en même temps, ces acteurs, il faut aussi qu'ils aient leur mot à dire parce qu'ils sont concernés. Oui, mais pas... Il y a des milliers d'emplois qui sont aussi concernés. Bien sûr qu'il faut les intégrer à la table des discussions, mais pas avec autant comment dire ça, pas avec autant de place, pas avec autant de déférence, pas avec autant d'accès à toutes les négociations. Mais surtout, ce qui est plus compliqué encore, c'est effectivement d'inventer, comme je disais, des sociétés qui ne reposent pas sur les énergies fossiles. Ça fait 2 siècles qu'on a les mains et les pieds dedans, c'est-à-dire toutes nos activités
l'activité du quotidien repose quasiment sur les énergies fossiles, sur le pétrole, le gaz ou le charbon. Alors on s'est mis à développer les énergies renouvelables, on commence à parler de sobriété énergétique, on commence à parler de réduction de notre consommation d'énergie, mais la réalité c'est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire fonctionner nos sociétés, en tout cas pas du jour au lendemain, sans les énergies fossiles. Et ce qu'il faut faire, c'est maintenant travailler pour inventer ces sociétés-là, mais il faut le faire de manière très vite, très rapide et très avec de vraies transformations. On ne peut pas se contenter d'aménagements à la marge, ça ne suffira pas. Et il n'y a toujours pas de calendrier d'ailleurs pour cette sortie des énergies fossiles. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par là? Si, il faut commencer par là. On le voit bien dans tous les grandes transformations sociétales. Si on ne se met pas une échéance précise, on n'y arrive pas. Donc c'est ce qu'on demandait, nous, à la COP28, qu'il y ait une inscription de la sortie des énergies fossiles dans le texte, mais surtout avec une date précise. Et il faut qu'elle soit le plus rapprochée possible, entre 2030 et 2040, quelque chose comme ça. Et si on ne se fixe pas ces objectifs-là, on n'y arrivera pas. On le voit avec, par exemple, la fin des voitures thermiques, des voitures à essence ou voitures diesel. C'est uniquement parce que l'Europe a fini par décider qu'il y avait une échéance de la fin de vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035 que les constructeurs commencent à se dire bon, mais là, il va vraiment falloir qu'on change la donne. Si on n'a pas une sorte d'épée de Damoclès comme ça, on n'arrive pas à mener les transformations nécessaires. Et toujours au sujet de cette COP, on va évidemment pas parler que de cela, mais c'est important. Greenpeace a mis en avant le fait que le texte adopté lors de cette COP faisait mention, alors je cite, de paris technologiques dangereux. Vous citez par exemple le captage et le stockage de carbone ou le recours au nucléaire. En quoi s'agit-il selon vous de paris technologiques dangereux? Parce qu'en fait, le stockage, la capture et le stockage de carbone, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas, qui est encore très très coûteuse et qui surtout en fait n'incite pas les industriels et nos économies à fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cacher la poussière sous le tapis. C'est vraiment ça. C'est continuer à émettre du carbone et au lieu de le relâcher dans l'atmosphère, le mettre sous terre. On ne sait pas faire, en tout cas avec les volumes qui seraient nécessaires. Et puis surtout, ça ne nous oblige pas à changer les choses. Donc quelque part, ça nous continue de nous enfermer dans un modèle d'économie qui est celui qui nous a conduit dans cette impasse climatique. Et sur le nucléaire, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le nucléaire est tellement long dans son déploiement, tellement lent dans son déploiement, il faut entre 15 et 20 ans pour construire un réacteur nucléaire, que le nucléaire est bien trop lent pour faire face à l'urgence climatique. C'est-à-dire qu'il faudrait que beaucoup de pays sur la planète se mettent à construire des centrales nucléaires un peu partout pour que ça ait un impact positif sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas envie non plus de vivre dans un monde où il y a des réacteurs nucléaires un peu partout dans tous les pays du monde. Alors on parle beaucoup pour l'instant de ce qui pose problème. Est-ce que tout de même, en 2023, Greenpeace a le sentiment d'avoir arraché quelques victoires justement sur le front de la lutte pour l'environnement? Oui, il y en a. On a obtenu par exemple en France pour la première fois des condamnations d'entreprises qui s'étaient rendues coupables d'importation de bois illégal issu de la déforestation dans des pays d'Amérique latine. C'est quelque chose d'important parce que ça montre que, et puis ça vient surtout après un long processus qui a pris des années parce que le temps de la justice n'est pas le temps de l'action politique, mais ça prouve que quand on reste déterminé comme on l'est, eh bien on peut finalement essayer de faire un peu changer les choses. Et puis on voit bien qu'il y a par exemple quelques victoires qu'on a saluées. Il y a un ralentissement de la déforestation au Brésil. Le Brésil, la Cour suprême du Brésil a reconnu et a renforcé les droits des populations autochtones dans la défense de leurs terres ancestrales, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au Sénégal, ils ont refusé de délivrer des permis pour la pêche industrielle qui menace les ressources halieutiques des petits pêcheurs des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Donc il y a comme ça malgré tout des victoires qui se font souvent d'ailleurs au plus près des territoires, souvent localement, souvent portées par les populations qui sont elles-mêmes victimes de ces grands phénomènes environnementaux. Et en même temps, on a l'impression que les militants qui se battent justement pour le climat, pour notre planète, pour notre environnement, aujourd'hui, ils sont de plus en plus sous pression et ça se vérifie un petit peu aux quatre coins de la planète. En Russie, par exemple, les militants d'Arctique 30 se sont retrouvés en détention. En France, il y a quand même eu une tentative de dissolution de l'organisation Les Soulèvements de la Terre, qui est devenue aujourd'hui le fer de lance justement de ce combat écologique. Quel regard est-ce que vous portez, par exemple, en ce qui concerne les Soulèvements de la Terre, sur les formes peut-être plus radicales d'engagement en faveur du climat et de notre planète? Alors, nous, on est très inquiets de cette répression qui effectivement se renforce. En Russie, c'est
Greenpeace a été fermé totalement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de bureau aujourd'hui en Russie. C'est la première fois qu'un pays ferme totalement Greenpeace et interdit totalement à Greenpeace de mener des activités dans un pays. Donc c'est extrêmement grave. En France et dans beaucoup de pays européens, on voit une répression qui se renforce. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où elle vient dans certains pays européens. En France, elle est clairement, pour moi, de la responsabilité du gouvernement et notamment du ministère de l'Intérieur. Il y a, pardon de vous couper, il y a aussi une responsabilité de ces militants pour le climat qui assument aussi leur radicalité, qui assument aussi des opérations de sabotage. Non, des opérations de sabotage, non. Il y a une colère qui monte, notamment au sein de la jeunesse, mais pas que, parce que effectivement, beaucoup de militants sur le climat, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses, voient ce qui se passe à la COP28, voient le fait qu'on n'a toujours pas trouvé les clés de la résolution de cette crise climatique et sont de plus en plus en colère. Et l'expriment à travers des actions, effectivement, qu'on peut considérer de plus en plus radicales. Mais radical, ça ne veut pas dire violent, ça veut dire des actions engagées, ça veut dire des actions fortes et des actions avec un poids symbolique fort. Mais en face de ça, on a eu, je le redis, Gérald Darmanin, qui nous a traités d'éco-terroristes, ce qui a rendu, comment dire ça, à quelque part légitimer les forces de l'ordre quand elles répriment avec sévérité et avec force un certain nombre de manifestations tout à fait pacifiques menées par les organisations écologistes. Je rappelle que la violence, elle n'est pas de notre côté. Les militants écolos s'engagent avec fermeté dans des actions certes illégales mais que nous considérons comme légitimes et toujours en respectant des lignes de non-violence. Et on le voit d'ailleurs sur ces images qui nous montrent ces fameuses manifestations. Ça c'est c'est Sainte-Soline contre les méga-bassines, c'est mais qui a été effectivement assez violemment. Mais il ne faut pas généraliser non plus. C'est pas parce qu'il s'est passé ça à Sainte-Soline, et on pourra en discuter longuement. Je pense pas qu'on ait le temps de revenir sur tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est pas représentatif de l'ensemble des mobilisations écologiques qui ont eu lieu cette année. Effectivement, c'est un exemple et vous faites bien de le rappeler. En 2023, qu'est-ce que ça veut dire être un militant pour le climat? Contre qui et contre quoi on se bat concrètement? Bon, on se bat pas forcément contre quelqu'un ou contre quelque chose. On se bat pour aussi. On se bat pour tout simplement préserver la vie sur Terre et faire en sorte que la plupart des régions du monde restent habitables. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, ce qui me préoccupe et qui m'anime un peu au quotidien, c'est ça, c'est cette volonté de faire en sorte que les générations qui arrivent puissent continuer de vivre dans ce monde et de vivre, si c'est possible, de vivre mieux, de vivre plus sereinement, de vivre avec moins de pollution, de vivre avec moins de crainte que les événements climatiques vont être de plus en plus nombreux. Donc c'est avant tout pour ça qu'on se bat. Alors il faut le faire en dénonçant les responsabilités, parce qu'aujourd'hui on sait de mieux en mieux dire d'où viennent les responsabilités des différentes crises environnementales. Ça va être d'un côté un certain nombre de responsables politiques qui conduisent des gouvernements, ça va être aussi des responsables de grandes multinationales qui ne veulent pas changer les choses, mais on se bat avant tout pour quelque chose. Et une dernière question, parce qu'il nous reste assez peu de temps, c'est une victoire que Greenpeace a saluée en 2023. En mars, l'ONU a dit oui au traité international sur la protection de la haute mer après 20 ans de négociations. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors ça peut tout changer. Pour l'instant, ça ne change rien au quotidien à ce moment-là, mais ça peut tout changer. C'est-à-dire qu'on avait besoin, la haute mer, c'était une espèce de Far West où tout était permis, où personne n'était en mesure de contrôler quoi que ce soit. Si ce traité de la haute mer est appliqué avec des aires marines protégées en haute mer qui sont réellement protégées, c'est-à-dire qui interdisent l'exploitation minière en eau profonde, qui interdisent la pêche industrielle, qui interdisent tout un tas d'activités polluantes, ce sera une vraie victoire et ça permettra de protéger les océans. Merci beaucoup Jean-François Juliard d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le directeur général de l'ONG Greenpeace France.